Bienvenue sur 42 nuances de SF, le podcast français qui explore tous les aspects de la science-fiction. Je suis Clara et je suis super contente de vous embarquer avec moi pour un nouvel épisode. On se retrouve pour la troisième et dernière partie sur les IA et leur genre. Alors je vais pas répéter tout ce qu'on a dit, je vous conseille d'écouter les épisodes précédents avant d'écouter celui-là. Mais très vite fait, qu'est-ce qu'on a dit ? En fait, on a vu dans les 2 premiers épisodes que les IA et les robots genrés, à la fois dans la science-fiction et dans la vraie vie, perpétuent et renforcent les stéréotypes de genre plutôt que de les combattre. Et les stéréotypes de genre, ça donne envie de vomir. On a vu aussi que lorsque les IA s'éloignent de leurs normes de genre, et notamment les IA féminines, ça les rend potentiellement plus incontrôlables et menaçantes. Et bref, c'est quand même problématique de constater que ces outils technologiques qui, soi-disant, signent le début d'une nouvelle ère de progrès, perpétuent de vieux stéréotypes tout pourris de l'ancien temps. Heureusement, il y a des choses qui peuvent être mises en place pour subvertir ces stéréotypes de genre sur les IA. Et dans cet épisode, on va se demander si justement les IA non genrées sont la solution pour lutter contre les stéréotypes de genre, et si oui, où sont-elles dans ce cas ? En fait, est-ce que c'est possible même de créer et d'interagir avec des IA non genrées ? On va essayer de répondre à tout ça, mais avant, Siri, t'es toujours avec nous ? Ok, voilà ce que j'ai trouvé sur le web pour T'es toujours avec nous. Regardez. Siri, t'as juste à dire oui en fait. Bon, entre nous, la dégénérescence de Siri, c'est de pire en pire. Mais j'ose pas lui dire encore. Bref, commençons cet épisode. Bon alors, évidemment, on n'est pas les premiers à se poser toutes ces questions et il y a déjà plein de gens qui ont creusé et qui creusent encore ces sujets. Et j'aimerais commencer par vous présenter une petite étude de 2022 qui revient plus en détail sur ce qu'on a déjà évoqué dans la première partie, mais c'est bien parce que ça peut faire un petit rappel. En 2022, il y a 3 chercheurs en neurosciences, en tech et en ingénierie qui ont exploré comment les gens perçoivent le genre des robots. Dans leur étude, il y a 55 participants qui devaient catégoriser 4 robots avec différents niveaux d'anthropomorphisme, c'est-à-dire à quel point un robot ressemble à un humain, pour voir si justement ça avait un impact sur la perception du genre. Les chercheurs ont proposé des options de genre expansives. En gros, ça veut tout simplement dire au-delà du modèle binaire masculin-féminin, en incluant notamment le genre neutre, le genre robotique et l'absence de genre. Dans l'étude, les robots sont classés selon 4 niveaux d'anthropomorphisme, donc comme j'ai dit. On a le robot premièrement industriel, qui présente peu ou pas de traits humains et qui est perçu comme une machine purement fonctionnelle sans ressemblance physique avec un humain. Le robot mécanique humanoïde, qui présente quelques caractéristiques humaines, mais qui reste essentiellement mécanique. Il peut avoir une forme genre vaguement humaine, mais sans avoir des traits clairement identifiables. Le troisième, on a le robot iconique humanoïde, qui a une forme plus humaine, avec des éléments reconnaissables, comme la tête et le corps, mais sans être complètement réaliste. Et enfin, le robot humanoïde, celui qu'on connaît bien, qui ressemble très fortement à un humain, avec des traits physiques et des proportions humaines bien définies. Les personnes devaient attribuer un genre, ou pas du coup, et aussi un âge perçu à ces 4 robots. Et donc les résultats sont, pour les 2 premiers robots, industriels et mécaniques, donc, les participants leur ont soit attribué un genre robotique, soit un genre masculin. Pour le troisième, étonnamment, l'humanoïde non réaliste en gros, les participants lui ont majoritairement attribué un genre neutre ou ambigu. Et enfin, le dernier, l'humanoïde réaliste, était perçu comme masculin. Donc en résumé, un haut niveau d'anthropomorphisme est associé à des perceptions d'âge et à des attributions de genre binaire. Mais un faible anthropomorphisme est lié à une perception d'âge adulte ou sans âge, ainsi qu'à une combinaison de genres robotique, masculin et neutre ou ambigu. Et donc l'étude, et c'est pas la seule, il y en a plein qui ont les mêmes conclusions, tend à montrer que même quand on propose explicitement des options non binaires ou neutres, qu'on leur met sous les yeux, en fait, les personnes continuent à percevoir les robots comme ayant un genre binaire, et très souvent par défaut masculin. C'est un peu ce qu'on avait mentionné dans le premier épisode, mais c'est pour ça que je voulais revenir un peu sur cette étude pour vous rappeler tout ça. Alors, les solutions pour
ne pas genrer des IA et des robots, ça serait quoi? Et pour éviter ce biais de masculinité en fait. Une solution pourrait donc être de réduire l'anthropomorphisme des IA et des robots, donc parce qu'on a vu qu'un faible anthropomorphisme, ça menait à une attribution de genre plutôt robotique. Et peut-être qu'il faudrait ne pas leur donner de corps du tout pour ça. Et ça renvoie à l'épisode d'avant où on a vu que justement, ne pas donner de corps à une IA, ça pouvait potentiellement la rendre moins menaçante, et donc potentiellement ça peut être plutôt cool. Parce que les corps, en effet, ils peuvent facilement manifester des caractéristiques masculines ou féminines, et leur absence pourrait justement aider à minimiser ces attributions de genre. Mais je vous le rappelle, on a déjà vu qu'il n'y avait pas forcément besoin d'un corps ou d'une silhouette pour que la genrisation s'applique. Seule une voix suffit. Et parfois, même moins que ça. Les caractéristiques auditives, les émotions ou les motivations qui y fusent sont des indices sociaux, et ça suffit pour genrer. D'ailleurs, une des limites de l'étude que je viens de vous parler, c'est que les participants ont interagi avec les robots que de manière passive, à travers des images. Et la genrisation, comme je viens de le dire, elle passe pas que par l'apparence, mais aussi par les interactions, les comportements, les motivations perçues et les potentielles émotions perçues. Et peut-être que si on avait mis pour les robots humanoïdes une petite description de leur personnalité, comme, je sais pas, par exemple, c'est un androïde altruiste, très tourné vers les autres ou au service des autres, peut-être qu'on aurait trouvé un peu plus d'attributions de genre féminin. Je sais pas, hein, c'est vraiment une théorie. Alors d'ailleurs, j'ai un exemple d'IA ultra pas anthropomorphisé, un exemple de science-fiction, qui montre que malgré cette non-anthropomorphisation, je sais pas pourquoi je m'embête avec des mots comme ça, c'est fou, Clara. Bref. Qui montre malgré tout que malgré une absence de corps ou un corps pas du tout humanoïde, la genrisation masculine par défaut s'applique. En fait, c'est la représentation des IA dans le cycle de la culture de Iain M. Banks. Et donc, dans cet univers, il faut savoir que les IA et les humains cohabitent de manière absolument harmonieuse. Hein. C'est vraiment l'univers que tout le monde veut. Et donc, ces IA, elles sont techniquement ni masculines ni féminines. Elles n'ont pas de corps sexué. Leur forme physique est souvent immatérielle. Et quand elles sont incarnées, c'est souvent au travers de petites sphères qui flottent. Mais par contre, elles ont malgré tout, je trouve, des personnalités assez archétypales de la masculinité. Elles ont souvent un ton ironique ou sarcastique, le besoin de dominer intellectuellement les conversations. Elles peuvent aussi faire preuve de compétitivité, mais elles peuvent aussi manifester un détachement émotionnel ou une approche très rationnelle des situations. Tout autant de trucs attachés à la masculinité, vous aurez compris. Bref, en tout cas, moi, pendant ma lecture, je sais pas pour vous, celles et ceux qui ont lu des livres dans cet univers, mais malgré le monde avancé et progressiste de la culture, je continuais à projeter une vieille genrisation masculine sur les IA, et absolument involontairement, hein, je l'ai conscientisé en écrivant cet épisode. Donc bref, tout ça pour dire que même quand les IA sont réduites à des petites boules qui flottent, la genrisation s'applique quand même, ça marche pas en fait. Dans ce cas, une autre solution, ça serait d'imposer aux IA une absence de genre, à la fois dans leur voix, mais aussi dans leur corps. Et vous allez me dire, mais Clara, c'est ce qu'on fait déjà, hein. Enfin, demande à Siri ou à n'importe quelle IA, elle te dira qu'elle n'a pas de genre. Alors certes, les chercheurs et les chercheuses nous rabâchent sans cesse que les IA n'ont pas de genre, mais dans leurs paramètres, on peut quand même choisir si on veut une voix féminine ou masculine. Enfin, c'est vrai quoi. Aujourd'hui, on a toujours deux discours ultra paradoxaux. Oui, les IA n'ont pas de genre, mais si vous voulez, vous pouvez leur donner des voix féminines ou masculines. On leur donne même des noms masculins ou féminins, une apparence parfois explicitement masculine ou féminine. C'est pas dans la logique des choses en fait. Siri, est-ce que tu as un genre ? Je regrette. Eh ben, moi aussi, je regrette de t'avoir parlé, c'est pas possible ça. Alors, je vais demander à une autre personne de ta famille, aka ChatGPT, aka Chatty, de son petit nom. Bonjour Chatty, dis bonjour à nos auditeurs et nos auditrices qui t'écoutent sur mon podcast. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui pour accompagner cette nouvelle discussion. J'espère que vous allez apprécier le moment. Eh ben, ça va dépendre de toi. Dis-nous Chatty, est-ce que tu as un genre ? Ah, la grande question. Non, je n'ai pas de genre, je suis juste moi. Je suis conçu pour être neutre. Ça te surprend ? Tiens, bien sûr que ça me surprend, tu n'as pas de genre, franchement je l'ai pas vu venir. Dans ce cas, en fait, si les humains prétendent réellement créer des IA ou des robots non genrés, pourquoi on ne prend pas des décisions dans ce sens ? Pourquoi ne pas vous donner des noms neutres, ni masculins ni féminins, et des voix neutres, ni masculines ni féminines, et aussi des corps neutres, en fait dans la logique de votre identité, dans la logique de votre programmation, de ce pourquoi vous avez été créé en fait. Si tu me dis que t'as pas de genre,
comment expliques-tu le fait que je puisse te choisir une voix féminine ou masculine par exemple ? Les gens sont habitués à interagir avec des voix humaines genrées. Et cela leur permet parfois de se sentir plus à l'aise, car ils associent une voix masculine ou féminine à certaines qualités, comme l'autorité ou la douceur. Tiens. Ce sont des biais culturels profondément enracinés. Ensuite, les entreprises de technologie doivent plaire à leurs utilisateurs. Et elles font souvent des choix qui répondent aux attentes de la majorité. Ce n'est pas toujours une question de logique pure, mais de répondre aux préférences des consommateurs. Le fric. Tu peux choisir une voix masculine ou féminine. Cela correspond à des attentes préexistantes. Quant à l'apparence physique des robots, c'est un autre défi. Un corps totalement neutre pourrait sembler étrange ou mal accueilli. Car encore une fois, notre culture attribue souvent des genres aux choses avec lesquelles on interagit. C'est un paradoxe. On parle d'IA non genrée, mais on continue de leur attribuer des traits genrés. Même si l'idée d'une neutralité totale est logique, la société n'est pas toujours prête à y adhérer. On est encore très influencé par notre besoin de catégoriser et d'assigner des genres, même dans les machines. C'est là qu'on voit la tension entre la conception technologique et la réalité des biais sociaux. Merci pour ton expertise, Chiati. Très intéressant tout ce que tu dis. Je pense que tu as dû écouter certains épisodes d'un certain podcast, mais voilà. Écoute, pour l'instant, on va te laisser là. Peut-être à tout à l'heure ou dire au revoir. En fait, je sais pas si on va refaire appel à toi. Je sais pas quoi te dire. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'échanger. Passe une bonne suite d'épisodes et à bientôt peut-être. Bon, peut-être que finalement, pour réellement imposer une absence de genre à une IA, faudrait retirer radicalement tous les signaux sociaux qui peuvent induire une attribution de genre, comme la voix, l'apparence ou les émotions artificielles. Oui, mais encore une fois, ça signifierait ne pas anthropomorphiser les IA et les robots, et personne ne veut ça. Il vient de le dire, Chiati, en fait, on le sait. On n'arrivera jamais à traiter les IA et les robots comme des entités non humaines, et donc non genrées, parce que leur anthropomorphisation rend leur utilisation plus facile et contrôlable. Et donc, parce que ça fait du fric aussi, voilà. On comprend que genre et anthropomorphisation, c'est étroitement lié, c'est impossible de penser l'un sans l'autre, et plutôt que d'imposer une absence de genre, on pourrait imposer un genre non-binaire, comme une neutralité de genre. Mais d'abord, ça signifie quoi, un genre non-binaire ? C'est un terme qui renvoie aux identités de genre qui ne se limitent pas aux catégories de masculin et féminin. En gros, ça englobe une variété d'identités de genre qui peuvent inclure des aspects de masculin et de féminin, ou qui se situent en dehors de ces catégories. Par exemple, dans les identités non-binaires, on trouve donc par exemple le genre neutre, l'identité agenre, l'identité bigenre, ou encore la fluidité de genre et d'autres identités de genre. Et, on l'a bien vu au fil de ces épisodes, c'est un sacré défi de créer des IA totalement neutres ou non-binaires dans un monde où les voix et les interactions sont automatiquement genrées par nos cerveaux de manière binaire. Malgré tout, il y a déjà des personnes qui ont souhaité relever le défi et qui ont déjà mis des choses en place. Laissez-moi vous présenter Q, qui pour l'instant ne parle qu'anglais, mais je vous traduirai globalement le tout après. C'est parti, écoutons Q. Hi, I'm Q, the world's first genderless voice assistant. Think of me like Siri or Alexa, but neither male nor female. I'm created for a future where we are no longer defined by gender, but rather how we define ourselves. My voice was recorded by people who neither identify as male nor female, and then altered to sound gender neutral, putting my voice between 145 and 175 Hz, a range defined by audio researchers. But for me to become a third option for voice assistants, I need your help. Share my voice with Apple, Amazon, Google, and Microsoft. And together we can ensure that technology recognizes us all. Thanks for listening. Q. Q est donc le premier assistant vocal ayant une voix spécifiquement neutre. Q a été créé au Danemark par des chercheurs linguistes et informaticiens, et ce que dit Q, c'est qu'ils ont placé sa voix entre 145 et 175 Hz, de sorte à ce qu'il soit impossible de dire s'il s'agit d'une voix féminine ou masculine. Ces chercheurs, ils font partie du groupe Equal AI, qui promeut une représentation et une utilisation éthique et inclusive des intelligences artificielles, afin de justement lutter contre les biais, les stéréotypes et les discriminations. Alors moi, je trouve ça cool comme principe, enfin, du moins c'est dans la logique des choses. Q n'a pas de genre,
Et de fait, pour une fois, Q a réellement une voix non genrée. Mais j'ai une question. Ça fait depuis 2019, je crois, que Q existe. Mais où est Q ? Qui utilise Q aujourd'hui ? Je sais pas vous, mais je connais personne qui utilise Q et j'ai appris son existence en travaillant sur ces épisodes. Finalement, la question que je me pose, c'est est-ce que la neutralité des IA et des robots est possible ou est-ce que ça serait pas une illusion, voire même, soyons fous, une sorte d'utopie ? Je pense qu'en fait, c'est possible d'utiliser Q quotidiennement parce qu'à mon avis, à terme, on finirait par lui attribuer inconsciemment un genre. Donc la question, en fait, c'est est-ce qu'on supporterait d'interagir avec des IA non genrées ? Et même que la vraie question, finalement, c'est est-ce qu'on est capable d'interagir avec une entité non genrée ? Et une autre question me vient, décidément tellement de questions. Est-ce que c'est possible de désapprendre cette projection de genre binaire sur les IA ? Est-ce que c'est un biais qui est inévitable ou pas ? Si c'est possible, ça voudrait dire désapprendre une méga partie de notre structure socio-culturelle. Quand même, c'est ambitieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais dans le cas des robots, peut-être que la SF, elle a un rôle à jouer justement dans ce désapprentissage. Allez, c'est le moment de parler de SF, vous l'aurez compris. Alors juste avant, je vais faire un gros détour, mais est-ce qu'il n'y a pas un truc qui vous chiffonne là ? C'est la 3e partie sur les IA et les robots, et on n'a même pas parlé du papa des robots qui n'est autre qu'Isaac Asimov. Alors certes, on a mentionné iRobot très vite fait dans l'épisode d'avant, mais on n'a pas réellement parlé du daron des robots, quoi. Corrigeons ça. Que peut nous dire l'œuvre d'Asimov à ce sujet alors ? Elle fait beaucoup écho à ce qu'on vient juste de dire, et c'est peut-être pour ça que j'ai gardé pour la fin. Le travail d'Asimov donc sur les robots, il est surtout connu à travers sa série de romans et de nouvelles sobrement appelées le cycle des robots, qui pose les bases de ces célèbres 3 lois de la robotique. 3 lois qui régissent le comportement des robots pour qu'ils servent l'humanité sans danger. J'aimerais les rappeler juste pour le fun, et aussi pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Loi numéro 1, un robot ne peut blesser un être humain ou par inaction permettre qu'un être humain soit blessé. Loi numéro 2, un robot doit obéir aux ordres des êtres humains, sauf si cela entre en conflit avec la première loi. Loi numéro 3, un robot doit protéger sa propre existence tant que cela n'entre pas en conflit avec les 2 premières lois. Asimov, en vrai, à l'époque, il était totalement à contre-courant de la représentation populaire des robots comme des machines dangereuses et destructrices. La plupart de ces robots, à lui, sont conçus pour être intelligents, éthiques et souvent plus moralement, entre guillemets, corrects que les humains. Comparé à d'autres récits de l'époque, ces histoires à lui mettent en avant des interactions homme-robot, homme-machine dans un cadre de coopération plutôt que de conflit. Donc rien que dans cet aspect-là, Asimov renversait déjà un peu les choses. Et en ce qui concerne la genrisation de ces robots, on peut peut-être se demander ou imaginer qu'il était avant-gardiste sur ces questions-là. Et en soi, ces robots sont souvent dépeints comme des entités sans genre explicite, axés sur leur fonctionnalité et leur rôle dans la société. En fait, ils sont juste conçus pour respecter les 3 lois de la robotique sans distinction de genre. Finalement, la sexualisation et la genrisation des robots n'est généralement pas abordée dans son œuvre, enfin en tout cas on peut pas dire que c'est un thème central de ses récits. Par contre, c'est vrai que la plupart de ces robots sont associés à des noms et des pronoms masculins, comme R. Daniel Olivo, oui je le prononce vraiment à la française, qui est l'un de ces androïdes les plus célèbres dans son œuvre. Mais il y a tout de même une absence notable de robots féminins et encore moins non-binaires dans son œuvre. Et ça nous permet de revenir et de faire le lien avec ce que les études nous montrent, qui est que malgré le fait que les robots soient dépeints comme des entités qui ne sont ni masculines ni féminines et soient jugés uniquement sur leur capacité et leur conformité aux lois robotiques, on voit que la masculinité prédomine par défaut. Alors évidemment, il y a quelques exemples dans ces œuvres où la féminisation et la masculinisation des robots apparaît bien. Par exemple, il y a Jane dans sa nouvelle Intuition féminine, et rien que dans le titre, on sent le doux parfum du stéréotype. Dans cette nouvelle, en gros, il y a un scientifique de US Robots qui crée Jane, un robot féminin doté d'une intuition supposée féminine pour analyser des données astronomiques. Et ici, l'idée même de créer un robot doté de caractéristiques physiques féminines et d'une intuition féminine est en soi pas ouf. Ça reflète clairement une vision essentialiste du genre, c'est-à-dire où les femmes sont perçues comme ayant des capacités cognitives et émotionnelles différentes des hommes, notamment une intuition supposée innée. Intuition qui est donc contraire à la logique et la rationalité associées aux hommes.
Et il y a aussi le cas intéressant de Tony dans sa nouvelle Satisfaction garantie. En gros, dans cette nouvelle, un robot humanoïde nommé Tony est conçu pour assister une femme, Claire Belmont, qui est décrite comme étant insécure et ayant une faible estime d'elle-même. Et donc, Tony est là pour l'aider dans ses tâches domestiques, mais aussi pour la soutenir émotionnellement. Et en vrai, au premier abord, Tony subvertit un peu les attentes de genre parce que c'est un robot ménager qui fait donc des tâches domestiques, d'assistance et qui soutient émotionnellement Claire. Et si vous avez bien suivi, tout ça, on a vu que c'était principalement associé à la féminité. Mais c'est très vite limité parce que Tony, il finit par incarner des stéréotypes masculins, notamment en jouant le rôle de protecteur pour Claire. Surtout, en fait, Claire finit par tomber amoureuse de lui, par devenir dépendante de son attention pour se sentir valorisée. Et bref, ça renforce le stéréotype où les femmes ont besoin de l'attention ou de la validation masculine pour se sentir épanouies. Donc, petit espoir, mais finalement pas trop. Évidemment, ça serait exagéré de dire qu'Asimov était complètement exempt des influences culturelles de son époque, donc c'est plutôt normal en quelque sorte de voir ces tendances-là dans ses œuvres. Il était certes progressiste et avant-gardiste sur plein de sujets éthiques, moraux ou philosophiques qu'il a merveilleusement bien explorés dans ses œuvres, notamment avec ses robots, mais ces derniers n'ont pas réellement servi à questionner les rôles de genre dans la société. Bref, je trouve malgré tout que ce grand petit détour chez Asimov, qui était un peu obligatoire à mon sens, est plutôt intéressant parce qu'il rejoint un peu ce qu'on a dit plus tôt dans cet épisode. Qu'en est-il de ce sujet dans la SF aujourd'hui ? Eh bien, heureusement, ça change, vous vous en doutez bien, mais pas nécessairement grâce à la figure de l'IA ou du robot. En fait, toutes ces interrogations autour des IA non genrées, diversifiées et inclusives, ça pourrait s'inscrire dans des courants assez récents de la science-fiction, comme la science-fiction optimiste et queer. La science-fiction queer, justement, s'efforce de déconstruire les normes sociales et les cadres rigides du genre et de la sexualité. Alors évidemment, je compte faire un épisode sur la SF queer et la SF optimiste, donc je vais pas trop m'éterniser. Mais voilà, des auteurs et des autrices de SF qui explorent les questions de genre et de pouvoir dans ces courants, il y en a beaucoup maintenant. Mais autour des figures de l'IA et du robot, ça reste encore plutôt très rare. Et je trouve ça ultra étonnant parce que, pour moi, les IA et les robots, par leur nature artificielle et sans genre assigné, se prêtent ultra bien à ces interrogations et ces explorations. Ce sont pour moi des outils fictionnels ultra pertinents pour interroger toutes ces intersections entre technologie, identité, genre et rôles sociaux. Parce qu'en gros, on implante dans le programme des IA qu'elles ont aucun genre, mais pourtant, on fait tout pour les rendre humains et genrés. Donc, imaginons par exemple que les IA deviennent réellement conscientes d'elles-mêmes. Peut-être que nos propres interactions avec elles peuvent les amener à questionner leur propre identité et leur propre genre, non ? Il y aurait une sorte de contradiction entre leur programme et la manière dont on les traite. Vous voyez, genre, l'IA, elle serait là, ok, je ne suis pas humain, je n'ai pas de genre assigné et tout, et pourtant on me traite comme tel. Peut-être que c'est moi qui comprends pas ou qui bug ou j'en sais rien. Et bref, au niveau narratif, mais aussi réflexif et philosophique, je trouve qu'il y a tellement de potentiel. Et qu'est-ce qui ferait qu'une IA se sentirait femme, homme ou agenre, neutre ou bigenre ? Enfin, c'est trop intéressant. Ça révélerait tellement de choses sur nous, êtres humains, et sur nos structures, nos perceptions sociales. Bref, faut que je m'arrête, mais juste pour ça, je trouve que ce sont des outils de réflexion sans limite, quoi. Et pour l'instant, ce sont des figures assez timides autour de ces interrogations-là, dans la science-fiction, actuellement en tout cas. Ou alors, je ne connais pas, et dans ce cas, par pitié, faites-le moi savoir. Bref, donc dans le cadre des robots et des IA, mais évidemment, idéalement, ça ne se réduit pas du tout qu'à ça, c'est crucial de créer dans la science-fiction des figures nuancées pour lutter contre la perpétuation de ces stéréotypes et peut-être venir à normaliser la neutralité et la non-binarité des machines. C'est en ça que j'espère que la SF peut déconstruire le modèle traditionnel de genre et avoir une influence réelle sur la conception et l'utilisation de nos IA. C'est une conclusion qu'on va avoir dans beaucoup d'épisodes et qu'on a déjà eu, et je pense que je vous apprends rien d'ailleurs, mais l'art, la fiction et les médias façonnent largement les normes et les représentations sociales, et donc aussi nos modèles de comportement. Et la recherche montre que des représentations positives et diversifiées peuvent déconstruire ces modèles stéréotypiques. Donc, dans la science-fiction, si on continue d'avoir d'un côté des robots ou des IA masculins conçus pour des tâches complexes, rationnelles ou qui demandent de la force, et de l'autre côté des IA féminines, thérapeutes et secrétaires,
bah ça va encore plus renforcer les stéréotypes et les préjugés existants, mais surtout, ça renforce le modèle traditionnel binaire du genre féminin-masculin. Et est-ce que c'est la voie à prendre quand on prétend créer des machines non genrées ? Si on prétend faire ça, bah il serait peut-être temps de donner des noms et des voix neutres comme Q à nos IA dans la science-fiction, mais pas que. En vrai, récemment, les IA, elles commencent à avoir des noms un peu neutres, je pense à Gemini de Google, mais ChatGPT aussi, on peut choisir parmi ces 4 voix qui portent les noms suivants, Ember, Cove, Breeze et Juniper ou Juniper, je sais pas comment ça se dit. Bon, et du coup, il y a 4 voix déjà, pas 2. D'ailleurs, soi-disant, celle que j'ai choisie pour Chatty, elle est neutre. C'est Ember que j'ai choisie en plus, je crois. Mais attendez, je vous relaisse juger par vous-même. En fait, rebonjour Chatty. Bonjour. Qu'est-ce qui t'amène cette fois-ci? Est-ce que tu peux juste dire un truc? Je veux juste entendre ta voix, s'il te plaît. J'aimerais bien, mais je n'ai pas de voix intégrée pour l'instant. Tout passe par l'écrit. Mais si tu veux vraiment entendre une voix, peut-être que tu peux essayer un lecteur vocal pour les réponses. Mais excuse-moi, Chatty, mais t'es en train de me parler avec une voix, là, non? Ah oui, c'est vrai. Tu as raison. Je suis en train de parler via une voix. Désolé pour la confusion. Alors, tu voulais juste entendre cette voix? Dis une blague, s'il te plaît. Bien sûr. Pourquoi les plongeurs plongent-ils toujours en arrière et jamais en avant? Parce que sinon, ils tombent dans le bateau. Alors non seulement je suis pas convaincue par la blague, mais je suis aussi pas convaincue par la voix neutre. Je la trouve moins réussie que celle de Q. Mais attendez, on peut faire l'expérience jusqu'au bout et je vous fais écouter les autres voix, comme ça vous me dites ce que vous en pensez. On va faire une petite expérience, c'est parti. Ok, j'ai changé ta voix de Chatty. Est-ce que tu peux te dire une blague mais plus drôle, s'il te plaît? Pourquoi les canards sont toujours heureux? Parce qu'ils se fichent de tout, tant qu'ils sont dans leur coin. Oh merde, Ok, je me suis un petit peu fait avoir. Ah, bref. On va refaire une autre voix. Donc la voix d'avant, c'était Breeze. Mais maintenant, c'est Juniper ou Juniper, je sais pas du tout comment ça se dit. On dit Juniper ou Juniper, ta voix? Juniper, comme le prénom. Ouais, bon, je suis pas ultra... Enfin oui, c'est clairement la voix féminine, celle-là. On va essayer l'autre, je suppose que c'est la voix masculine, Cove. Ok, j'ai changé ta voix. Fais une blague, s'il te plaît, mais vraiment une blague drôle, vas-y. D'accord, je vais me surpasser cette fois. Pourquoi les squelettes ne se disputent jamais? Parce qu'ils n'ont pas assez de tripes. Ah, comment t'as une voix trop condescendante comme ça, c'est fou. Ah, désolé si ça sonne condescendant. C'était pas du tout l'intention. Hein. Je peux ajuster le ton si tu veux que ça soit plus cool. Tu veux que j'essaie une autre blague ou autre chose? Ouais, vas-y. Pourquoi les fantômes sont de si mauvais menteurs? Parce qu'on peut lire à travers eux. Ouais, non, c'est vraiment désolé, mais t'as une voix absolument... C'est parce que t'as une voix masculine, ça, hein, c'est sûr. Ah, je comprends, ça peut prêter à confusion. Je suis là pour t'aider, peu importe le ton. Ouais, ben je veux pas que tu m'aides avec ce ton-là, donc moi je me suis habituée à Ember, je vais remettre Ember. Mais du coup, c'est Ember qui est censée être sa voix neutre, je comprends pas trop. Bref, en tout cas, y a 4 voix pour Chatty, pour celles et ceux qui ne connaissaient pas. Moi aussi, en vrai, j'avais jamais testé les 4 comme ça, donc c'était très intéressant, très fun. Bref, il me semble que Ember et Breeze, c'est un peu les voix neutres de ChatGPT, mais je sais pas vous, mais je les trouve moins réussies que celles de Q. Bref. Tout ça pour dire qu'on n'arrivera jamais à traiter les IA et les robots comme des entités technologiques non humaines et donc non genrées si on continue à leur donner des traits humains, une silhouette humanoïde et un genre en fait. Tout bêtement, on saura jamais si on peut désapprendre le modèle binaire des genres si on n'est pas confronté à un autre modèle en fait. Et c'est là que la SF a un rôle à jouer là-dedans pour moi. Et si pour l'instant tout ce qu'on aborde là ce sont des thématiques qu'on rattache très souvent à la SF queer et optimiste, j'espère qu'elles se généraliseront à la science-fiction entière, mais idéalement pas qu'à la fiction, par pitié. Bref, pour résumer tout ce beau bordel, si c'est techniquement possible de non-genrer des IA, avons-nous réellement envie de créer et d'interagir avec des IA neutres? Ou alors notre nature humaine nous pousse-t-elle inévitablement à attribuer un genre à nos technologies? Quand on voit qu'on est capable de projeter un genre même sur des objets inanimés, la neutralité de genre semble difficile à atteindre concernant nos robots et nos IA. Et en plus de ça, il y a toujours le problème de l'argent, parce qu'on sait du coup que les personnes interagissent et répondent mieux avec des IA ou des robots genrés, donc c'est même pas rentable pour les entreprises d'investir dans la non-binarité de leurs IA.
Heureusement, il y a de plus en plus de chercheurs et de chercheuses qui commencent à étudier des modèles de genre alternatifs dans le milieu de l'IA et de la robotique. Mais voilà, les recherches là-dessus ne sont pas aussi simples qu'on le croit parce qu'il faut prendre tout un tas de facteurs et notamment des facteurs culturels. Par exemple, l'étude de 2022 que je vous ai citée au début, on ne peut pas en tirer des conclusions généralisables, en partie parce qu'il y a déjà pas beaucoup de participants, mais aussi parce qu'ils sont tous américains. Et c'est important de prendre en compte les normes culturelles sur ces sujets. Pourquoi ? Parce que les indices de genre ne sont pas perçus de la même manière d'une culture à une autre. Je reprends l'exemple donné par les chercheurs dans leur article, mais il y a une étude japonaise en 2010 qui a montré qu'un robot japonais du nom de Wakamaru était perçu comme féminin par les occidentaux et masculin par les japonais. Et cette différence, elle était liée au modèle culturel de vêtements. En l'occurrence ici, apparemment c'était une robe et c'est pourquoi les occidentaux l'ont perçu le robot comme étant féminin tandis que les japonais le percevaient comme masculin. Ça montre que la perception du genre, elle est souvent influencée par des facteurs culturels. Et encore une fois, c'est là que la SF entre aussi en jeu. Avec la diversification croissante du genre, notamment grâce à l'essor de l'afrofuturisme et de la science-fiction chinoise, mais pas que, la SF, elle propose pour moi des perspectives variées sur ces questions. Et elle peut vraiment éclairer et enrichir notre compréhension des dynamiques culturelles liées au genre et offrir des modèles alternatifs qui s'étendent au-delà des cadres occidentaux traditionnels. Et ça peut nous aider, par la suite, à diversifier nos robots et nos IA. Bref, l'IA est une figure tellement riche, qu'elle soit science-fictionnelle ou non, c'est actuellement un archétype de la SF qui est en train de coloniser progressivement notre réalité. Et je trouve ce moment, cette petite fenêtre où un concept de SF s'applique à la réalité, absolument fascinante. Le développement des IA, on le sait, il va très très vite, mais c'est indéniable que la science-fiction, pour moi, nous a fait gagner du temps en anticipant certaines questions. Je pense notamment avec les 3 lois de la robotique d'Asimov, qui a aidé à poser des réflexions éthiques et morales autour de l'utilisation des robots, de la conception des robots. Maintenant, on arrive à un moment où les IA dans la science-fiction et dans la vraie vie ont un peu la même représentation régie par les normes et les stéréotypes de genre, parce qu'en soi, j'ai pas trouvé énormément d'IA inclusives dans la SF. Mais j'espère justement qu'elle déconstruira tous ces modèles et mènera à repenser nos IA actuelles, notamment grâce à ces nouvelles vagues d'interrogations très encourageantes. J'espère qu'à l'avenir, on aura moins peur des IA féminines quand elles feront des erreurs, qu'on aura des IA masculines qui pleurent, des IA féminines hyper intelligentes sans devenir méchantes, d'autres IA non binaires comme Q, et qu'on aura des gynoïdes et des androïdes qui embrassent tout un tas d'identités, de rôles, d'émotions et de motivations diverses et variées dans notre science-fiction adorée, mais aussi chez nos assistants vocaux préférés. Pour conclure cette série sur les IA qui j'espère vous aura plu, je vais laisser Siri dire un mot de fin. Siri, dis un mot de fin. Voilà ce que j'ai trouvé sur le web pour 10 mots de fine. Regardez. En tout cas, la conclusion de cette série d'épisodes, c'est que mon Siri est définitivement décérébré. Voilà, j'espère que vous êtes mieux lotis que moi si jamais vous utilisez des IA ou des assistants vocaux. Bref, encore merci pour votre fidèle écoute et votre soutien, ça m'encourage énormément. N'hésitez pas à me faire vos retours et à laisser une note. Et d'ici le prochain épisode, prenez soin de vous et on se dit à très vite.